L'idée d'aujourd'hui, c'était de vous faire un point sur la partie gestion des déchets, avec à la fois des choses un peu plus historiques et puis des choses un peu plus d'actualité. On parlera de track déchets, de registre déchets, et cetera, et de voir si vous êtes bien dans les clous. Bon, comme pour toute forme de webinaire, vous avez l'habitude, vous essayez de couper les micros. Si vous avez des questions à poser, vous les posez plutôt sur le chat. On va laisser Fabien dérouler sa présentation et puis après, on gardera un petit moment pour faire répondre aux différentes questions que vous avez posées sur le chat ou vous laisser la parole pour vous laisser poser des questions, mais plutôt en deuxième partie de webinaire. Voilà, on espère que vous nous entendez correctement et que vous allez pouvoir voir la présentation que nous allons partager de suite correctement également. Hop. Tac. Hop là, est-ce que vous voyez correctement la présentation? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Merci à tous. Eh bien, écoutez, on va débuter. Donc, Fabien, oui, pour débuter, qu'est-ce que je dois commencer à faire quand j'ai envie de traiter correctement mes déchets? Eh ben, effectivement, c'est une bonne question, Luc. Merci de l'avoir posée. Et effectivement, une des premières choses à faire pour bien mettre en place ces filières de traitement de déchets, c'est de faire sa cartographie de déchets finalement et de savoir à quoi on a affaire. Donc, quand on parle de cartographie, on parle de plusieurs choses. Et si on fait un petit rappel réglementaire, eh bien, on parle avant tout de caractérisation, classification pour permettre effectivement un conditionnement, un étiquetage et la mise en place de filières qui sont adaptées. Et effectivement, la notion de caractérisation, c'est une notion qui est importante et qui est réglementaire. Et le Code de l'environnement, dans son article L541-7-1, le rappelle d'ailleurs de façon claire et précise, les producteurs de déchets sont tenus de les caractériser, quelle que soit leur nature, de façon effectivement à identifier les substances présentes, les éventuelles concentrations en polluants, et pour déterminer finalement si le déchet est dangereux, pour les confronter aux critères qui donnent aux déchets un caractère dangereux. Et toutes ces informations doivent être fournies aux prestataires en charge du traitement et de l'élimination, de façon à ce qu'effectivement ces prises en charge se fassent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail que ces considérations un petit peu générales, je dirais le premier élément à bien mettre en place, c'est la classification de son déchet. Alors la classification de son déchet, là aussi, c'est quelque chose qui est cadré réglementairement et qui vous est imposé à vous en tant que producteur de déchets. Et ça renvoie là à un article du Code de l'environnement que je n'ai pas mentionné ici, mais que j'aurais pu mentionner, qui est le R541-7, qui impose la classification du déchet en lien avec une décision de la Commission européenne, qui est une décision de 2000, qui établit une nomenclature du déchet, et chacun de vos déchets, qu'ils soient dangereux ou non dangereux, doivent être identifiés et classifiés au regard de cette nomenclature. Voilà. Alors la nomenclature, c'est finalement une liste alors je ne les ai pas comptés, hein, un certain nombre de déchets, hein, caractérisés par un code à 6 chiffres. Voilà. Et là, on a mis quelques exemples. Si on a un code 04, 01, 03, là, on va cibler des déchets de dégraissage qui contiennent des solvants, mais sans phase liquide. Si on est sur des piles alcalines, ce sera un autre code de déchets, 16, 06, 04. Et dans cette liste et dans cette nomenclature déchets, les déchets dangereux seront repérés par un petit astérisque qui viendra se greffer à la fin du code à 6 chiffres. Voilà. Et cette liste, elle est revue de façon périodique. Voilà. Donc le cadre, c'est celui-ci. Hein. Mais derrière, la question, c'est qui doit réaliser cette classification? La classification, c'est vous les producteurs de déchets, parce que c'est vous qui, a priori, avez la responsabilité du devenir du déchet jusqu'à son élimination finale.
Donc, c'est à vous qu'incombe la responsabilité aussi de qualifier votre déchet au regard de cette nomenclature. Voilà. Comment est-ce qu'on fait cette classification? On prend un code à 6 chiffres au hasard? Non. Il y a une règle, on les verra juste après, et il faut effectivement se baser sur la connaissance que vous avez de votre déchet au regard du procédé industriel générateur de ce déchet, au regard des informations que vous pouvez avoir par rapport notamment à la composition physico-chimique du déchet, confère la fiche de données de sécurité du produit à l'origine du déchet, voire sur une éventuelle caractérisation que vous aurez pu faire dans le cadre d'une prestation avec un éliminateur. On parlera là alors de certificat d'acceptation préalable et de caractérisation dans le cadre d'un certificat et d'une procédure d'acceptation préalable. Voilà. Et pourquoi on doit faire cette classification? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le législateur va vous demander de vous référer à cette nomenclature et d'établir un code à 6 chiffres pour chacun de vos déchets? L'idée, c'est d'essayer d'avoir un langage unique, une langue commune pour l'ensemble des acteurs de la filière, hein, de façon à ce qu'effectivement, on ait une référence unique pour le collecteur, le centre de tri, de regroupement, l'éliminateur du déchet, et qu'au travers un code à 6 chiffres, on soit certain de qualifier un même déchet. L'idée, c'est ça qu'il y a derrière, et c'est ce code déchet, cette référence à cette nomenclature et ce code à 6 chiffres qui seront repris pour identifier votre déchet dans tous les documents de traçabilité qu'on évoquera à la fin du webinaire. Voilà. Et concrètement, voilà, la nomenclature, elle est structurée. Alors, on aurait pu la dérouler ici au travers du webinaire, mais ce serait vraiment trop fastidieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nomenclature, elle a plusieurs portes d'entrée, hein. Et la première porte d'entrée, c'est de savoir finalement quelle est l'activité génératrice du déchet pour savoir si mon code, je vais plutôt lui attribuer un 01, un 02 ou un 12 ou un 18, quelque chose. Donc en fait, premier élément, repérer l'activité source de votre déchet et au regard de l'activité, vous allez pouvoir identifier un code, un chapitre, pardon, 01 à 12 ou 17 à 20, qui sont finalement les deux premiers chiffres du code à 6 chiffres. Voilà. Sachant que pour un déchet, des fois, on va pouvoir hésiter. Il y a plusieurs portes d'entrée. Il faudra faire preuve un petit peu de bon sens, puis choisir les meilleures portes d'entrée. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié la porte d'entrée principale, c'est-à-dire l'activité génératrice du déchet, dans la nomenclature, on appelle souvent ces portes d'entrée euh, en lien à un secteur d'activité des FFDU, des fabrications, utilisation, distribution d'un secteur d'activité en référence aux déchets. Puis une fois qu'on aura identifié cette porte d'entrée, eh bien on affectera le code à 6 chiffres adapté en pointant bien, si c'est un déchet dangereux, le petit astérisque qui va bien, de façon à ce que tous les acteurs de la filière sachent bien que ce déchet, parce qu'il a un astérisque, il est dangereux. Parfois, au travers de ces différentes premières portes d'entrée, dites portes d'entrée activité, ça va pas matcher, ça va pas coller. On va pas trouver la bonne porte d'entrée. Donc, on va devoir se replier sur 3 autres portes d'entrée, je dirais, subsidiaires, qui sont les portes d'entrée non pas activité, mais typologie de déchets, 13, 14 ou 15. Et puis des fois, ça va pas marcher non plus. Donc on a encore une autre porte d'entrée subsidiaire qui est la porte d'entrée numéro 16, qu'on appelle la NSA, non spécifiée ailleurs. Et puis si la 16 NSA ne va toujours pas, on peut toujours choisir par une porte d'entrée principale activité, un code 99 qui, en gros, tout ce qui n'est pas décrit ailleurs, ça va être ce code-là. Voilà. Bon, vous aurez compris que dans l'utilisation de cette nomenclature, il va parfois y avoir une notion d'interprétation. Entre deux utilisateurs, on va parfois pas toujours avoir la même approche. Avant tout, faire preuve de bon sens et bien comprendre que l'utilité, c'est d'essayer d'avoir un langage commun. Et surtout, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire en sorte que ce soit vous, producteur du déchet, qui identifiez bien ce code, et que ce ne soit pas un prestataire qui le fasse à votre place et qui, par mégarde, entre guillemets, y attribue un astérisque pour y associer un caractère dangereux qui pourrait justifier peut-être des coûts de prestation pas forcément proportionnés au réel danger du déchet.
Donc voilà un petit peu la règle générale. Après, vous aurez compris que il y a un petit peu d'arbitraire, mais avant tout un petit peu de bon sens pour essayer d'avoir un langage commun sur l'utilisation de cette nomenclature et cette classification des déchets. Bah, c'est parfait, tu nous emmènes directement vers la question 2, Oui. l'impact des déchets dangereux. Si on différencie les déchets non dangereux des déchets dangereux. Bah, tout à fait. C'est important. C'est important de différencier des déchets dangereux et des déchets non dangereux parce que vous aurez compris que on n'a pas les mêmes contraintes. Euh, alors, au-delà de l'obligation réglementaire, parce qu'effectivement, il faut qu'on différencie les déchets dangereux et les déchets non dangereux, c'est le Code de l'environnement qui le dit, mais derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la différenciation, elle a du sens pour vous en interne, parce qu'effectivement, gérer, manutentionner, étiqueter, conditionner, stocker un déchet dangereux d'un déchet dangereux, bah, ça ne va pas avoir les mêmes enjeux, les mêmes incidences en termes de management de ce déchet-là. C'est un déchet dangereux, bon, il attribuera plus de précautions en interne. Et puis derrière, dans la filière, ce n'est pas les mêmes contraintes. Et puis, c'est surtout pas les mêmes coûts derrière. Donc, vous devez également travailler précisément à la caractérisation de votre déchet sur la base des propriétés qui confèrent au déchet justement bah, ce statut de déchet dangereux. Donc, on va faire un parallèle ici avec la classification des substances et des mélanges, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que le législateur n'a pas établi tout à fait la même grille de lecture entre la classification des substances et des mélanges et la classification des déchets. Donc aujourd'hui, dans le Code de l'environnement, on renvoie vers une annexe d'une directive européenne de 2008 qui liste les 15 propriétés qui confèrent aux déchets un caractère dangereux. On ne va pas rentrer dans le détail des 15 propriétés maintenant. Sachez qu'elles existent. Elles sont listées ici. Voilà. Donc on va retrouver quand même les habituels, hein, toxiques, inflammables, comburants, infectieux, mutagènes, sensibilisants, écotoxiques, cancérigènes, corrosifs, etc., etc. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de ces 15 propriétés, il va y avoir pour chacune d'elles des propriétés un petit peu spécifiques qui vont dire si dans votre déchet, vous avez à l'intérieur une ou plusieurs substances qui présentent des propriétés de danger, CLP, qui sont associées à une propriété de danger, HP quelque chose, en concentration supérieure à un seuil quelconque, eh bien, on va considérer que votre déchet est dangereux. Donc là aussi, il y a une petite gymnastique à faire pour s'approprier un petit peu la méthode et la mécanique. Sachez que c'est de votre responsabilité, effectivement, de définir le caractère dangereux sur la base de cette grille de lecture-là, sur la base de ces critères et de ces 15 propriétés de danger, et en utilisant pour les déchets constitué de substances chimiques, la fiche de données de sécurité qui va être une source d'information importante, puisque vous allez y retrouver dans sa section 2 la dangerosité du mélange, éventuellement de la substance chimique à l'origine du déchet, éventuellement des informations en section 3 sur les compositions des différentes autres substances avec des pourcentages de présence. On va y associer aussi des mentions de danger et les propriétés physico-chimiques. C'est inflammable, il y a un point éclair, il y a un pH à tel niveau. Ça va vous servir de guide pour dire, bah oui, je rentre dans telle ou telle propriété de danger et je dépasse tel ou tel critère, je peux dire que mon déchet est dangereux. Sachant, C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, non, parce que malheureusement, entre la substance qu'on achète et le déchet qui est généré, eh ben, on l'a dilué, on l'a mélangé avec d'autres produits. exactement, exactement. Il y a des choses des fois qui ne sont pas forcément faciles à faire. Donc là encore, du bon sens, hein. Intégrer le fait qu'un déchet peut être dangereux au titre de plusieurs propriétés de danger. Voilà. Que parfois, un déchet qu'on soupçonnait de dangereux, si on applique la méthode et on regarde bien les critères, bah, au final, on se dit bah, finalement, il ne l'est pas. Voilà. Et que de toute façon, à un moment donné, si on a des doutes, rien ne vaut peut-être une caractérisation physico-chimique en bonne et due forme. Sachant que si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis quelques références ici vers des recommandations de la Commission européenne sur la classification des déchets, qui date d'avril 2018, et puis que en 2019, la même Commission européenne, au travers de la Cour de justice européenne, a établi un élément de jurisprudence qui dit qu'en cas de doute, on applique le principe de précaution et que si on ne sait pas définir précisément ou on a des doutes sur la caractérisation du déchet, on va le considérer comme dangereux
pour éviter tout risque particulier. Voilà. Mais à votre disposition pour rentrer un petit peu plus dans le détail si besoin, parce qu'effectivement, il y a des fois des logiques qui sont un petit peu subtiles. Mais la mécanique globale est celle-ci. Ben, c'est très clair. Donc, si j'ai bien compris, donc là, j'ai fait ma cartographie, je connais mon code déchet, je sais si c'est dangereux ou pas dangereux, Oui, mais il faut quand même que je l'élimine, tout ça. tout Donc, à fait. comment je trouve le prestataire, les prestataires, parce que c'est difficile de le faire en interne, à part creuser un trou au fond du jardin. On vous le conseille pas. L'Adrien n'aime pas trop, globalement. Donc oui, et là, c'est la question à, j'allais dire à 100 euros, mais beaucoup plus finalement, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Trouver les filières d'élimination ou de recyclage, comment trouver les prestataires, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et malheureusement, par rapport à ça, moi, j'ai pas de solution miracle et de réponse miracle à vous donner, parce que chaque déchet est particulier et qu'il faut bien évidemment une étude un peu spécifique pour savoir quel est le meilleur prestataire pour la filière. On va continuer à raisonner, je dirais, un petit peu en entonnoir, en prenant les principes et en essayant de vous guider et de vous apporter les premiers éléments de réponse. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que dans un premier temps, de toute façon, le législateur a aussi établi une certaine hiérarchie dans les règles d'élimination. Voilà. Donc, il y a différents modes de traitement qu'il faut privilégier avant d'autres. Tout d'abord, privilégier la préparation en vue de la réutilisation, voire le recyclage ou toute valorisation possible, notamment la valorisation énergétique, avant d'envisager l'élimination. Quand je dis élimination, je pense incinération sans valorisation énergétique ou stockage en centre d'enfouissement technique. Mais ce dernier mode d'élimination n'est réservé qu'aux déchets dits ultimes, donc les déchets dont on est certain qu'on a extrait toute la part valorisable. Voilà. Et c'est bien cette mécanique et cette hiérarchie des modes de traitement, déjà dans un premier temps, que le législateur vous demande de mettre en place. Ce qui fait qu'effectivement, sur le principe, si vous envoyez en élimination sans enfouissement technique ou éventuellement incinération sans valorisation énergétique un déchet dont on perçoit, dont on identifie de la part valorisable, il y a une certaine part de non-conformité et ça veut dire qu'à un moment donné, votre caractérisation n'a pas été jusqu'au bout et que vous n'avez pas trouvé la bonne filière d'élimination, de valorisation, pardon, préalable à cette élimination. Ouais, on a même des retours, effectivement, avec des contrôles de l'Adréal sur Tout les à fait. camions qui rentrent Tout à dans fait. ces fameux centres de stockage. Tout à fait. Et ça retourne aux producteurs, Tout à derrière. fait. C'est-à-dire que l'amende, elle est, au transporteur, à l'éliminateur, mais elle revient par effet d'incidence à vous, producteurs, parce que vous êtes responsable du déchet Tout à fait. jusqu'à l'élimination finale. Voilà, ça fait partie aussi des modifications un petit peu importantes qui ont été associées aux récentes évolutions réglementaires de la loi pardon, AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui impose effectivement aux éliminateurs de centres d'enfouissement technique de vérifier la qualité des bennes qui arrivent chez eux pour s'assurer que les producteurs qui alimentent ces installations ont bien intégré la notion de déchet ultime et extrait toute la part valorisable des déchets qu'ils envoient chez eux. Ce qui n'est pas sans poser de problème également aux éliminateurs. C'est clair. Et tout est contrôlé par caméra Ah oui, aujourd'hui. Les voilà. camions sont filmés à l'entrée des centres. C'est ça, c'est ça. Alors après, comme je le disais tout à l'heure en préambule, moi j'ai pas de solution de prestataire miracle à vous donner, malheureusement. J'aurais bien aimé vous dire, bah voilà, bingo, il faut faire comme ça. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et la base, et on en revient à l'introduction de notre webinaire, c'est de bien connaître ces gisements en qualité et en flux et faire une bonne caractérisation. Voilà. Et puis, comme on est dans la logique de hiérarchie des modes de traitement et de valoriser avant d'éliminer, eh ben, c'est de favoriser le tri à la source pour optimiser les chances de valorisation. Alors, les valorisations, elles peuvent être internes, mais elles sont souvent externes, mais elles peuvent être internes également. Et puis, bien intégrer, c'est ce que je disais juste avant, que seuls les déchets ultimes sont destinés à l'élimination. Voilà. Et puis après, bien évidemment, il faudra choisir sa filière en intégrant des éléments réglementaires de base qui sont les suivants. Vos collecteurs transporteurs doivent être déclarés en préfecture pour leur activité de transport, négoce, collecte de déchets, déchets dangereux ou déchets non dangereux. Leur récépissé de déclaration doit avoir moins de 5 ans, donc vous devez vous assurer que vos prestataires de collecte sont bien déclarés en préfecture. Et ensuite,
Pour les filières d'élimination, de tri, de transit, de regroupement, il faut que ces activités-là soient autorisées ou enregistrées au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, pour vous assurer de cette bonne autorisation, il faut que ces prestataires vous fournissent leur arrêté préfectoral qui justifie que le préfet les a autorisés à fonctionner et donc à prendre en charge vos déchets. Voilà. Il faut être relativement vigilant parce que l'Adréal nous a averti qu'effectivement, il y a des pratiques frauduleuses Oui. avec des escrocs qui arrivaient sur le marché, en fait, qui récupéraient vos déchets, qui remplissaient gentiment des entrepôts, etc. Et puis, une fois que l'entrepôt était plein, ils disparaissaient. Voilà. Et dans ces cas-là, ça revient à vous. Bien Donc, évidemment. vous payez 2 fois. Bien évidemment. Encore une fois, hein, vous êtes responsable jusqu'à l'élimination finale du déchet. Donc, si vous avez confié vos déchets à un tiers qui n'est pas reconnu par l'autorité administrative comme étant habilité à prendre en charge ces déchets, là, votre responsabilité, à un moment donné, risque d'être engagée. Bien évidemment. Et puis, sur les principes de base, peut-être intégrer que la proximité géographique, qui fait partie d'un des principes qui guide le code de l'environnement, bah, c'est pas forcément quelque chose qui gage d'économie. Voilà, ça faut le savoir. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va se faire un petit synoptique, donc là aussi avec différentes possibilités, réemploi, réutilisation, valorisation matière, valorisation énergétique, puis après centre de stockage. Alors ISDND comme installation de stockage de déchets non dangereux, ISDI comme installation de stockage de déchets inertes et ISDD comme installation de stockage de déchets dangereux. Mais vous aurez compris que pour ces 3 derniers éléments de stockage, on est bien sur de l'ultime. Après, ce qui est intéressant, c'est peut-être de se référer à quelques prestataires utiles. Et puis moi, je vous invite effectivement à aller naviguer sur le site Syndra, qui peut vous permettre effectivement de trouver quelques filières dans la région sur des prestataires qui seraient capables de collecter, trier, regrouper ou éliminer certains de vos déchets. Alors, on va tenter une chose improbable, c'est d'essayer de faire un test en direct. Mais j'ai toute confiance. Voilà, donc là on est sur le site Syndra et en cliquant sur quel déchet, quelle solution pour un professionnel, on va normalement atterrir sur un petit moteur de recherche où on a par type de service et type de déchet dans un certain périmètre géographique, eh ben, une base de données des différents prestataires déchets qui ont été répertoriés par cet observatoire. Voilà. Alors, on va faire un essai sur, par exemple, un centre de traitement pour des déchets, je sais pas, j'ai un petit souci, des déchets de plâtre, par exemple, hein, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un rayon de 50 kilomètres autour de la commune de Mézieux, pourquoi pas. Ouais, si. Et en lançant la requête, normalement, on devrait avoir, normalement, un certain nombre de prestataires qui apparaissent. Voilà, ils apparaissent. Alors normalement, ici, dans la page blanche, il doit y avoir une carte, alors qui est peut-être un petit peu en train de charger. Mais voilà, donc on a ici un certain nombre de prestataires qui sont censés être des centres de traitement pour déchets contenant notamment du plâtre. Donc si je clique sur le premier, qui est la société Arc-en-Ciel à Bourgoin, il va y avoir effectivement une fiche d'identité du déchet, du prestataire qui sera définie avec des coordonnées, des informations sur le contact éventuellement. Et puis, bon, bah, il y a manifestement une erreur qui apparaît, c'est normal, on est en mode présentation, c'est obligé, qui apparaît pour ce. Ouais, il y a quelques erreurs qui apparaissent.
en ce moment sur le site. Mais normalement, vous avez accès à un certain nombre d'informations en cliquant et vous allez pouvoir avoir des contacts, avoir des informations sur la qualification, l'habilitation, transport et l'élimination et le type de déchets que chaque prestataire prend en charge. Donc n'hésitez pas à utiliser ce moteur de recherche. Il peut vous aider effectivement ponctuellement à trouver et à mettre en place une filière en identifiant un prestataire pour un gisement particulier. Voilà. Je te laisse revenir à... On va essayer comme ça. Ah, super. Voilà. Donc le lien est dans la présentation. Je crois plus que tu vas transférer. On aura Voilà. bien sûr la présentation, donc pour récupérer le lien de Voilà. Sandra. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de filière ou il n'y a pas de prestataire idoine. Ça dépend de chaque cas particulier, de chaque type de déchet. Mais après, n'hésitez pas à challenger peut-être aussi des gros opérateurs qui mettent en place peut-être des filières sur lesquelles il y a une visibilité qui est peut-être pas forcément toujours évidente pour vous. Si vous avez des doutes et que vous pensez que d'autres filières peuvent être mises en place de façon plus intéressante financièrement ou opérationnellement parlant, n'hésitez pas à utiliser ce moteur de recherche qui peut être utile. Voilà. Enfin, de toute manière, il faut challenger les acteurs, Tout à fait. techniquement ou économiquement, comme tu le dis, Tout à fait. il y a un intérêt. Alors, dans les petites nouveautés réglementaires, on a vu apparaître, alors peut-être vous êtes au courant pour certains, la notion de tri 5, 7, 8, et peut-être plus encore Je sais flux. pas. Comment ça marche ces tri 5 flux? Qu'est-ce que les entreprises doivent faire de manière obligatoire? Qu'est-ce qu'elles doivent obtenir derrière? Est-ce que je suis pénalisé si je ne fais pas bien mon tri 5, 7, 8 flux? Bien évidemment. Oui, oui. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu arriver en 2018, en fait. Voilà. Le tri 5 flux, 7 flux, il y a des attestations à avoir et il faut optimiser ses stockages de façon à être certain d'être dans les règles fixées par le droit. Alors, on va commencer là aussi, Luc, pour répondre à ta première question, quelques définitions. On parle de déchets 5 flux, ce sont en fait des déchets non dangereux de papier, métal, plastique, verre et bois. 5 flux. Depuis 2018, on a des obligations spécifiques, et on verra tout à l'heure lesquelles sont-elles, sur ces déchets non dangereux, dits 5 flux. Avec l'application de la loi AGEC, anti-gaspillage économie circulaire, on a élargi un petit peu certaines obligations sur ces déchets non dangereux en y intégrant le 6e et le 7e flux. Le 6e, c'est les fractions minérales et le plâtre qui peuvent être associés à des activités de chantier. Et toujours dans la loi AGEC, mais à plus longue échéance, à partir de 2025, on y a intégré un 8e flux, donc les 7 flux précédents, plus les déchets textiles. Donc ce qu'il faut comprendre de façon générale, c'est que pour l'ensemble de ces flux, le législateur considère que c'est des gisements qui sont valorisables et qui doivent être valorisés. Donc, obligation de tri à la source afin de favoriser cette réutilisation et ce recyclage. On laisse la possibilité aux producteurs de laisser ces déchets entre eux en mélange, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une benne en mélange de 5 flux, de 7 flux ou de 8 flux, mais ces 5, 7 ou 8 flux ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Voilà, ça c'est la règle. Ces obligations s'appliquent aux producteurs qui n'ont pas recours au service de la collectivité, bien évidemment, pour prendre en charge ces déchets, et qui en produisent un volume supérieur à 1100 litres par semaine. Alors, ce seuil de 1100 litres par semaine, c'est un seuil qui était déjà connu dans la législation. Tout ce qui concerne les déchets d'emballage, il a été repris ici pour la réglementation des 5, 7, 8 flux. Pour les déchets de chantier, fraction minérale et plate, donc 6e et 7e flux, ça va concerner les activités de chantier, sauf si votre surface déchets est inférieure à 40 mètres carrés et que sur votre chantier, vous en générez moins de 10 mètres cubes. Donc, vous n'avez pas d'obligation de tri à la source et de valorisation si vous êtes en deçà de ces seuils pour les 6e et 7e flux établis dernièrement. Donc pour nos entreprises, il faudra plutôt être vigilant lors de Oui, chantier. exactement. Si vous faites une extension, un nouveau bâtiment, etc., Exactement. accordez-vous avec le prestataire qui va gérer ces activités de bâtiment. Tout à fait. Et qui, de toute façon, excuse-moi, je me permets une petite parenthèse, Luc, aura obligation, dans le cadre de la prestation qu'il vous vendra, de vous indiquer avant la réalisation
comment il s'organise pour gérer les déchets associés à son chantier. Voilà. C'est très clair. Je t'ai coupé dans ton. Non, 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 non. Bon. Excuse-moi. Et donc effectivement, l'obligation de valorisation qui s'impose à vous, généralement, vous allez la confier à un tiers. Rarement, vous allez faire de la valorisation interne, même si c'est possible. Et cette valorisation, va falloir qu'on atteste qu'elle a bien été faite. Voilà, au travers une attestation de valorisation qui sera fournie par un tiers. Voilà. Oui, Ah, juste, du oui, coup, une petite question. Tout à l'heure, tu as dit mes 5 flux, oui, aujourd'hui, je peux les mettre dans la même benne, en ouais, fait, quelque part, ouais, la confier à un prestataire, ouais, mais le prestataire, derrière, il va les reséparer, les 7 flux. complètement. Donc, vigilance, parce que du coup, ça, en fait, économiquement, il faut regarder, Bien sûr. parce qu'il vous fera payer la prestation. Exactement. Exactement. Ça va peut-être passer par un intermédiaire en centre de tri, centre de regroupement, qui va vous coûter effectivement une prestation et une ligne supplémentaire dans la filière de valorisation. Donc à un moment donné, la question sera de se poser, est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse moi mon tri à la source? Voilà. Et c'est des questions qu'on posera tout à l'heure. Mais c'est vrai que, Mm. enfin, j'entends régulièrement, j'ai pas de place, etc. Bien sûr. N'hésitez pas aussi à solliciter vos prestataires pour regarder si vous pouvez pas avoir des bennes de plus petite contenance. Mm. Mm. Forcément, si vous triez, normalement, il y aura un peu moins, Mm. etc. Mm. C'est des arbitrages aussi comme ça qu'il faut faire Bien si vous évidemment. pensez à faire chez vous. Complètement. Complètement, complètement. Et donc, une fois qu'on a produit ce déchet et qu'on l'a envoyé en valorisation auprès de différents partenaires valorisateurs, ceux-ci doivent donc vous délivrer une attestation qui justifie que les déchets que vous leur avez confiés ont bien été valorisés. Voilà. Et cette attestation, elle est délivrée chaque année avant le 31 mars de l'année N pour les données de l'année N-1. Donc en gros, vous allez devoir réceptionner avant le 31 mars de l'année 2023 les attestations de vos partenaires valorisateurs pour les déchets pris en charge et valorisés pour l'année 2022, en précisant bien à chaque fois euh, les tonnages, déchets par déchets et les filières mises en place et les justificatifs de valorisation. Voilà. Ça permet de tracer les flux confiés à un tiers, ça permet de justifier la valorisation. Et si demain vous avez un inspecteur de réal qui vient vous faire une inspection sur la thématique déchets, vous pouvez être certain qu'il vous demandera votre attestation de valorisation 5 flux, voire 7 flux à compter du 1er janvier 2023, parce que vous avez compris que les 7 flux s'appliquent en 2022, donc les premières attestations arriveront en mars 2023. Voilà. Enfin, non, en janvier 2023, avant 31 mars 2023. Voilà. Et je dois la garder combien de temps, mon attestation? Alors, je crois qu'il faut la garder à minimum 5 ans, mais c'est à vérifier. J'ai pas la réponse là. Je sais 3 ou 5 ans. Tu me colles là. Oui. Désolé. Mais de façon générale, effectivement, il faut la garder à minimum 3 ou 5 ans, à l'image de ce que vous gardez comme antériorité sur peut-être les registres ou les bordereaux de suivi de déchets. Voilà. Et donc, le modèle d'attestation, il est défini par un arrêté de 2018 qui a été modifié en 2021 avec une annexe 1A qui présente le modèle d'attestation 7 flux, applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Et à partir du 1er janvier 2026, on va y intégrer le 8e flux textile. Ce sera donc l'annexe 1B qui sera à utiliser par les prestataires et que vous devrez donc garder en tant que justificatif. Voilà. Et ça se présente sous cette forme-là, où ici, on a une attestation pour la prise en charge de déchets de métal de mémoire. Voilà. D'accord. Alors, c'est très clair pour ces Oui. attestations. On a fait son tri 5 flux, etc. Mm. Maintenant, on n'arrête pas d'entendre parler d'un nouveau truc, alors qui est peut-être de moins en moins nouveau, ce fameux track déchets. Aïe, 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 traque déchets, traque déchets. Alors, j'avais deux, trois petites choses à dire sur le tri et sur les conditions de Ah, stockage. Et après, on bascule ouais, tout de suite sur traque déchets. Bon, c'est simplement pour rappeler quelques éléments. Tu le disais tout à l'heure, très justement, c'est peut-être plus intéressant de trier à la source que de mélanger mes 5-7 mm. flux dans une même benne.
parce qu'il va falloir que je puisse aller ensuite passer par un intermédiaire pour faire mon tri, ça me coûtera de l'argent. Et puis de façon générale, des zones déchets bien définies et délimitées, peut-être des plus petites bennes, parce qu'effectivement des grosses bennes, ça prend la place. Mais plus on trie à la source, plus on fait une ségrégation des volumes et des gisements, donc normalement, ça peut prendre moins de place. Bon, voilà, optimiser les circuits, le tri à la source, c'est bien, les bonnes signalétiques visuelles, la sensibilisation du personnel, les contrôles réguliers, etc., etc. Bon, là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais au final, ce Ah, que je c'est veux bien. dire, c'est qu'il vaut mieux arriver à cette situation-là, bon, qui est un petit peu prise pour la photo, on est d'accord, que cette situation-là, qui par contre est une situation réelle, qui a été identifiée au gré de certains de mes visites de site. Je Ça, n'en dirai pas plus ça et pouvait pas être un adhérent UMM, ça. je confirme. Et donc, effectivement, bah, track déchets. Track déchets, effectivement, track déchets, c'est le nouvel outil dématérialisé que euh, le législateur, dans sa grande mensuétude, a décidé de mettre à disposition et de rendre obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Et puis, le petit copain de track déchets, c'est le RNDTS et le Mm. registre dématérialisé. Donc, on va essayer dans la mesure du possible, de vous apporter quelques éclaircissements sur ces deux notions-là et sur ces deux problématiques-là qui sont des éléments associés à la traçabilité obligatoire de vos filières et de vos déchets, mais sur lesquels, bien évidemment, on est toujours en train d'apprendre collectivement, aussi bien l'administration que les producteurs de déchets que vous êtes, que les acteurs déchets, acteurs des filières, collecte, regroupement ou élimination. Donc les choses ne sont pas toujours bien calées encore à l'heure où l'on se parle. En synthèse, le principe de base, track déchets, c'est la suite des bordereaux de suivi de déchets papier qu'on connaissait avec nos différents feuillets pendant un moment, mais qui se fait de façon dématérialisée via une appli, et c'est uniquement pour les déchets dangereux réglementairement. Et puis le registre, qu'on va appeler RNDTS parce que c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, c'est pour tous les déchets. Donc déjà à ce niveau-là, on voit qu'on n'est pas tout à fait sur le même périmètre de déchets. Et donc, trois obligations réglementaires qui sont issues de récentes évolutions de la loi AGEC, donc comme anti-gaspi et économie circulaire, hein, j'en ai parlé plusieurs fois déjà dans le webinaire. Obligation que vous avez de déclarer au registre national des déchets et de déclarer également au registre national des terres excavées et des sédiments. Donc ça, c'est une nouveauté. On a introduit une exigence de traçabilité sur des gisements de terres excavées et sédiments, ce qui n'était pas le cas préalablement. Et l'obligation d'utiliser un système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets dangereux et des déchets POP. POP comme polluants organiques persistants. Et ça, effectivement, c'est aussi une nouveauté introduite par la loi AGEC. Et donc, deux systèmes d'information pour ces obligations. Le registre dématérialisé, qu'on appelle Registre national électronique des déchets, terres et sédiments, le RNDTS, et Track déchets. Sachant que Track déchets est normalement interconnecté à la base registre RNDTS, qui fait que dès que vous avez un flux tracé dans Track déchets, il alimentera normalement automatiquement le registre dématérialisé. Ça, c'est le principe. Dans la pratique, on se rend compte que parfois, c'est un peu compliqué. Voilà. Et comme ce sont des outils nouveaux, même s'il y a eu des tests qui ont été faits notamment sur Track déchets, et que tous les acteurs ne sont pas encore familiarisés, enregistrés, et que bah, comme tout nouveau outil, à un moment donné, il y a des bugs, et bah, il y a un certain nombre de périodes de tolérance qui ont été établies et définies par le ministère de l'Environnement. Alors normalement, Track déchets, la période de tolérance, elle allait jusqu'au 30 juin 2022. Donc normalement, depuis le 1er juillet, vous devez utiliser Track déchets pour vos déchets dangereux, hormis les déchets de fluides frigorigènes pour lesquels il y a une tolérance jusqu'au mois de mars. Voilà. Et pour le registre national déchets, vous avez une période de tolérance jusqu'au 31 décembre 2022. À partir de début janvier, normalement, il va falloir rentrer dans la mécanique de déclaration systématique au RNDTS. Alors, track déchets, on va pas rentrer dans le détail parce qu'en plus, j'ai un gros déficit par rapport à vous, c'est que moi, je suis pas producteur de déchets dans mon activité professionnelle, donc j'utilise pas Track déchets.
Donc, je pense que sur les contraintes et les problématiques spécifiques à l'application, vous en savez sans doute plus que moi. Voilà. Moi, je vais juste vous rappeler quelques principes qui ont guidé l'élaboration de cet outil-là. C'est de dématérialiser l'élaboration et le suivi des BSD pour faire en sorte que tous ces millions de remplissages qui se font depuis des années au gré des différentes filières et des différents flux soient plus rapides, plus simples, plus écologiques et mieux tracés. Ça, c'est l'objectif de l'outil qui a donc nécessité la réécriture de tout un pan du code de l'environnement pour intégrer cette notion de BSD électronique. Voilà. De façon générale, on a à peu près les mêmes cases à remplir, mais après, effectivement, la procédure, elle n'est pas tout à fait la même parce qu'il va falloir à chaque cycle de vie du BSD une signature électronique. Voilà. Et ensuite, vous allez recevoir un récépissé de bonne réception et un retour de bon enregistrement des différentes étapes du BSD. Voilà. Et ce récépissé track déchet sera transmis à vous, expéditeur initial du déchet, avec toutes les informations et les signatures des différents acteurs de la filière. Voilà. Alors, il y a possibilité de revenir en cas de modification. Voilà. Et puis, moi, ce que je vous invite surtout à faire en toute honnêteté et en toute transparence, c'est de ne pas hésiter à aller sur l'application et sur l'outil Track Déchets. Voilà. Le ministère est quand même relativement actif avec la mise en place de cet outil. Il y a des foires aux questions, il y a des webinaires de formation tous les mardis en début d'après-midi. Vous pouvez vous poser vos questions en ligne, il y a des tutos accessibles en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller naviguer sur cet outil-là pour répondre à d'éventuelles problématiques ou questions que vous avez sur l'application, sachant que, bien évidemment, cet outil n'a de sens que si tous les acteurs de la filière l'utilisent. Voilà. Si parmi vos filières, il y a un acteur qui ne l'utilise pas, bah, effectivement, ça va poser problème. Mais n'hésitez pas à aller challenger le, le, le- le gestionnaire de l'outil au travers de ces plateformes parce qu'ils essayent d'être relativement réactifs et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Voilà. Voilà. Et puis, parallèlement à Track Déchets, et donc pour les déchets dangereux, il y a le registre national des déchets et des terres et sédiments. Voilà. La nouveauté, également à partir du 1er janvier 2022, c'est de mettre en place une télétransmission dans les 7 jours qui suivent la production et l'expédition du déchet via un téléservice. Donc, sous-entendu, si vous faites votre télétransmission sur l'application RNDTS, dont on verra la porte d'entrée tout à l'heure, bah, votre registre papier, il est plus requis, puisqu'il est dématérialisé par l'application. Voilà. La difficulté, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ben, on va se retrouver à devoir télétransmettre dans le registre les flux pour les déchets non dangereux. Et normalement, pour les déchets dangereux, le BSD électronique géré par Track Déchets va alimenter au fur et à mesure le registre. Ça, c'est le principe. Donc, effectivement, des fois, il y a, il y a un équilibre qui n'est pas forcément évident. Donc, a priori, aujourd'hui, le principe voudrait que vous n'utilisiez cette télétransmission que pour les déchets non dangereux qui n'ont pas été fichés par Track Déchets. Voilà. D'accord. Et la nouveauté, bah, c'est qu'effectivement, on va en plus des déchets dangereux, non dangereux, inertes qu'on avait l'habitude de ficher dans le registre ancien papier qu'on avait l'habitude de faire, eh bien, il va falloir y intégrer également tout ce qui concerne les terres excavées et les sédiments. Parce qu'une terre polluée, quand elle est dans le sol, ce n'est pas un déchet. À partir du moment où on met un coup de godet et qu'on l'excave, ça devient un déchet, donc elle rentre dans l'obligation, notamment de traçabilité. Alors, il y a quelques seuils, hein, voilà, notamment si vous en avez moins de 500 mètres cubes, vous êtes exclu de ces obligations de registre. 500 mètres cubes, ça commence déjà à être des volumes importants, hein. Mais bon, dans le cadre, effectivement, de travaux ou autres, ça peut arriver. Il y a un arrêté qui dit précisément le contenu du registre et de la télétransmission que vous devez mettre en place. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce que doit contenir un registre, mais sachez que c'est l'arrêté du 31 mai 2021 qui l'établit en détail. Et l'article 2 précise les différents éléments que vous devez indiquer
dans cette télétransmission. Date de sortie, dénomination, nature, quantité, origine, destination du déchet avec tous les items qui sont listés ici. Voilà. Et donc, si ce n'est pas déjà fait, le conseil, c'est d'aller sur cette application qui est accessible sur internet, Registre national des déchets, terres excavées et sédiments, qui est une application qui est hébergée par le BRGM. Voilà. Et qui vous demande effectivement, après application, bah, une identification qui vraisemblablement sera la même que celle de Track Déchets, pour faire en sorte que les choses communiquent bien. Et sur cette application, bah, vous avez des guides utilisateurs, également des foires aux questions qui pourront peut-être vous permettre de d'avoir réponse à quelques-unes des interrogations un peu opérationnelles que vous pouvez avoir sur l'utilisation de ces outils dématérialisés. Voilà. Donc on est effectivement en phase d'apprentissage sur ces outils dématérialisés-là. Certains exploitants me disent, ben moi finalement, au final, pour faire plus simple, je vais me faire un bordereau track déchets pour tous mes déchets, Mmh. y compris mes déchets dangereux. Sur le principe, oui, sauf que les partenaires des filières déchets non dangereux, eux, n'ont pas obligation d'utiliser track déchets. Il est possible qu'ils ne soient pas référencés track déchets. Donc cette pratique-là peut ne pas être possible dans certains cas. Mais au final, on va peut-être tout doucettement vers cette obligation générale de tracer et finalement de mettre en place un bordereau pour tous les déchets. Moi, ça fait une dizaine, une quinzaine d'années qu'on entend un petit son de cloche au niveau des administrations pour dire de toute façon, on se dirige doucettement vers l'obligation de bordereau pour tous les déchets. Bah, à travers l'utilisation de ces applications-là, peut-être que c'est un pas de plus aussi franchi vers cette généralisation, même si aujourd'hui, réglementairement, elle n'est pas imposée. Voilà. Alors, ce qui pourra faciliter, parce que je vois qu'il y a des Oui. questions et des Mmh. témoignages sur Mmh. le domaine. Mmh. Aujourd'hui, on peine des fois dans certains Bien sûr. secteurs à trouver des transporteurs notamment, D'accord. qui sont labellisés, Track Déchets, et du coup, comme j'ai cette Ouais, obligation derrière, ouais. tu pas d'infos, particulières, J'ai pas d'infos particulières, sachant qu'effectivement, les périodes de tolérance sont derrière nous maintenant sur Track Déchets, alors hormis pour les fluides frigorigènes. Donc effectivement, à un moment donné, si votre collecteur transporteur est pas dans Track Déchets, bah, ça va être un critère de sélection maintenant. Ça va devenir un critère de sélection et qu'il va falloir trouver un prestataire collecteur-transporteur qui soit référencé track déchets. Et pour avoir discuté avec l'administration au mois d'octobre l'année dernière, un petit peu en off, sur ce sur quoi vous risquez d'être challengé en 2023, la question des déchets et de track déchets et de RNDTS va arriver, ça c'est sûr et certain, hein. Passer les périodes de tolérance, si, en 2023, vous avez une inspection, DREAL sur les déchets, la première des choses va être contrôlée, ça va être la bonne utilisation de track déchets et la bonne utilisation du RNDTS. J'ai même eu un retour d'un exploitant d'installation classée en Isère. Il y avait, par mégarde, émis deux tracts déchets pour un même déchet. Alors à un moment donné, effectivement, ils ont pu, corriger, corriger l'erreur dans l'application, mais l'Adréal leur a envoyé un message en leur disant: «Est-ce normal que vous ayez pour ce gisement, 2 bordereaux, tract déchets, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous en plus». Donc on sent aussi derrière que l'administration, elle a un outil qui permet d'encore mieux tracer, comme on sait aussi que, ces filières et ces secteurs d'activité sont peut-être plus exposés que certains à certaines pratiques frauduleuses, on peut s'attendre effectivement à une vigilance peut-être plus importante de l'administration sur ces sujets-là, même s'il y en a bien d'autres, par ailleurs. bah, on espère quand même une certaine clémence, hein, parce que notamment sur le sujet des transporteurs, Ouais, quand j'avais été alerté, par certains adhérents, qu'on avait remonté ça au niveau national, en oui. fait, le ministère découvrait qu'en fait, il y avait peu de transporteurs qui étaient labellisés Track Déchets, quoi, Mmh. donc Ça derrière, ça effectivement, à partir du moment où, Heu, vous êtes, confronté à une impossibilité matérielle mmh. d'avoir un transporteur qui prenne en charge votre déchet et qui s ait cette, ce référencement track déchets, à un moment donné, effectivement, c'est compliqué pour vous. Alors après, la question que j'ai envie de poser aussi, c'est mais
comment c'est possible qu'un transporteur qui ait une activité de déchets, transport C'est de qu'ils ont déchets ils dangereux? n'ont pas forcément en fait l'activité, D'accord, justement, sur certains transports en fait, on fait du d'accord. transport dangereux, Ouais, ADR, ouais. mais c'est pas forcément l'activité principale que de faire que du Que transport du déchets. déchet, d'accord. Heu, Notamment, tu vois, sur des filières de recyclage, métaux spéciaux, des trucs et D'accord, cetera. d'accord, d'accord. Donc des bains très spécifiques, pas D'accord. de souci pour l'ADR, Pour l'ADR, mais ils se mais sont dit, sauf «Je pour le vais pas déchet, venir chercher le» voilà. d'accord, donc c'est une activité un petit peu Mmh. annexe qui les ont pas poussés vers, ce Bah, ouais, voilà. référencement et cette identification. Pour autant, ils sont bien, déclarés au titre du transport de déchets dangereux. Ex Ils ont bien leur mmh. récépissé. Donc normalement, la bascule vers le référencement traque déchets, il devrait, à mon sens, alors c'est un peu théorique ce que je vous dis, mais se faire Bah, oui. naturellement. Mais j'entends les difficultés. Après, au regard d'un argumentaire de bon sens, porté à la connaissance de l'administration lors d'un contrôle, je je suppose effectivement que la première année de, comment dirais-je, d'application pleine de ces outils, il y a une certaine clémence, qui ne prévaudra pas les années qui vont suivre. Ouais, bah, bien Je sûr. suppose. Mmh mh. Tu peux nous rappeler l'application du registre national des déchets, c'est à partir de quand? Normalement, c'était, le 1er janvier 2022. Mais il y a eu une période de tolérance parce qu'effectivement, eu égard à toutes les difficultés, notamment les difficultés de référencement, qui s'achèvent au 31 décembre 2022. Voilà. D'accord. Donc il vous reste quelques jours pour, aller sur l'application, la télécharger, vous référencer et faire en sorte que vous puissiez, l'utiliser, heu heu, dans ses pleines fonctionnalités. Alors, j'ai vu passer, un courrier, du ministère de l'Environnement qui étendait un petit peu la période de tolérance, mais dans certains cas particuliers sur RNDTS jusqu'au 31 mars de l'année non, 1er mai de l'année 2023, mais c'est pour certains exploitants d'installations d'élimination de déchets. J'ai pas compris au travers la prose parfois un petit peu ambiguë du ministère que cette période de tolérance était valable également pour les producteurs utilisateurs producteurs de déchets. Voilà. Bon, ça reste un petit peu à préciser parce que l'actu, elle est sortie hier soir et je l'ai déchiffré ce matin en arrivant au bureau et c'était pas très clair dans mon esprit. Alors, je sais pas si ça vient de moi ou du ministère, mais c'était pas très clair. Et alors j'ai une question là sur le est-ce qu'il y a moyen d'extraire en fait les données du domaine du registre dématérialisé pour faire du suivi, comme on le faisait dans beaucoup d'entreprises, Oui, 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 je pense qu'effectivement, ce sera possible de façon à pouvoir utiliser cet outil de traçabilité, peut-être en pilotage d'activité en interne. Ça, normalement, ça devrait être possible. Par contre, je pense que ce qui sera pas possible, c'est de faire l'inverse. Si vous avez des choses en traçabilité interne sous Excel, je ne sais pas si ce sera tout à fait possible de les pousser dans Track Déchets, dans RNDTS. c'est clair. Heu bon, autre petite question, enfin, Oui, sauf si tu avais oui, encore des points prenons-le. spécifiques, là-dessus, Prenons-le, on va essayer prenons-le. d'enchaîner, avec les quelques questions qui ont été posées. On se posait la question de pourquoi encore une attestation, 5 flux alors qu'en fait on a déjà les registres, les bordereaux, et cetera et est-ce que tu sais pourquoi en fait finalement ils ont réimposé cette attestation 5-7 flux, Oui, bah, c'est toujours un petit peu dans la logique de de limiter au maximum, l'arrivée en centre d'enfouissement technique ou en centre d'élimination, d'incinération sans valorisation énergétique de déchets, on va dire standards non dangereux, dont on sait qu'il y a encore une part valorisable. Alors même si les choses s'améliorent et que si on regarde les statistiques récentes de l'ADEME, on s'aperçoit que nous, producteurs, enfin nous, industriels, on est loin d'être les plus mauvais élèves sur bien des sujets, y compris sur le sujet des déchets et de la valorisation. Bah, on voit quand même encore un peu trop souvent dans des bennes sur site ou en arrivée sur centre d'élimination, bah, des déchets qui sont valorisables et qui finalement, dans la logique réglementaire, pourraient être valorisés et non pas aller vers des centres d'élimination. Donc c'est un moyen, encore une fois, de contraindre, de pousser le producteur à aller vers plus de tri, plus de valorisation et d'engager sa responsabilité au travers, un partenariat avec un valorisateur qui, lui, amènera des éléments de justification. Voilà. Donc c'est encore une fois, essayer de pousser vers une meilleure valorisation, un meilleur tri et éviter au maximum que
centres d'enfouissement qui sont de moins en moins nombreux, qui ont de moins en moins de capacité de stockage, soit quelque part un petit peu pollués par des déchets qui n'ont rien à y faire et qui peuvent, ici ou là, représenter des volumes significatifs. Tu nous rappelles les dates à partir de quand les attestations, notamment Oui, la bascule 5-7 flux? Parce oui, que oui, j'avais oui. Oui, une alors, question là-dessus. je vais la montrer à l'écran. Voilà. Donc, la bascule 5-7 flux, elle se fait cette année. Voilà. Donc c'est effectivement à partir de cette année que vous allez devoir, dans le cas d'activités spécifiques de chantier et si vous avez des déchets de fraction minérale et de plâtre, devoir engager, et justifier d'une valorisation au travers une attestation qui devra faire référence à l'annexe 1A, qui est disponible et utilisable à partir du 1er janvier 2023. Voilà, donc c'est pour les gisements 2022 avec une attestation produite, en 2023. Ouais, c'est ça. Donc en mars de l'année prochaine, En mars de l'année prochaine, voilà, je reçois exactement. 7 et plus 5. Exactement. Et puis à partir de 2026, pour les gisements 2025, on va rajouter une 8e flux, les textiles. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais la logique est celle-ci. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou par le chat ou oralement? Alors oui, je vois qu'il y a de nouvelles questions qui arrivent. Le registre, c'est pour tous les déchets dangereux ou seulement les terres excavées et sédiments? Non, le RNDTS, c'est pour tous les déchets. Tous les déchets. Alors quand je dis tous les déchets, c'est tous les déchets. Les déchets dangereux, les déchets non dangereux, les terres excavées, les sédiments, les déchets inertes et tout ce que vous voulez. Le RNDTS, c'est tous les déchets. Simplement, les déchets dangereux, bah, ils seront déjà alimentés par traque déchets qui poussera directement dans les RNDTS. Et finalement, votre obligation, elle va concerner tous les autres gisements. Voilà. Et comment je fais pour avoir une attestation 5-7 flux quand j'emmène directement mes déchets à la déchetterie? Alors, déjà, la première réponse à cette question, c'est est-ce que la déchetterie est bien habilitée à accueillir des déchets professionnels? Voilà. Si c'est pas le cas, la logique voudrait que vous n'ayez pas le droit d'apporter vous-même, en apport volontaire, ces déchets professionnels dans des déchetteries qui sont a priori destinées en premier lieu à, des déchets ménagers. Heu Si vous apportez vous-même vos déchets en déchetterie et que cette déchetterie est habilitée à réceptionner des déchets professionnels, normalement, le prestataire qui est derrière, la déchetterie doit être en mesure de vous apporter une attestation de valorisation. Ah d'accord. C'est très clair. D'autres questions? Eh ben, si tu vois, c'est que tu as été parfaitement clair, Fabien. Merci à vous. Donc un grand merci à vous, un grand merci à Fabien, que j'ai trop brièvement présenté, qui est donc le secrétaire général d'Apora, avec qui on a l'habitude de collaborer, preuve en est encore ce matin, et qui peut, de la même manière, on propose aujourd'hui des formations. Donc si la formation très succincte qu'on a fait en 1 heure ici ne vous suffit pas à répondre à toutes vos questions, sachez qu'on a une formation de 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Fabien, qu'on propose via UMM Lyon Service. Et vous pourrez compléter vos savoirs et vous aurez la chance d'avoir Fabien pendant 2 jours face à vous pour répondre à encore plus de vos questions.